Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire en dentisterie. Nous sommes le 25 novembre 2024 et ce soir, nous allons parler de cas atypiques, de cas inhabituels que Dr Josée Marcoux a accumulé pour nous puis qu'elle va nous présenter. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire que notre prochain webinaire sera encore en dentisterie. Ça va être le 13 janvier 2025 et on fait un nouveau concept. Ça va être le quiz d'après Noël. Il y a les soldes d'après Noël, mais nous autres, c'est un quiz d'après Noël. On voulait faire le quiz de Noël comme on a fait les 2 dernières années. Malheureusement, on a des petits conflits d'horaire. Donc, quiz, si vous avez jamais participé, Josée monte très gracieusement des questions, puis c'est la matière. Qu'est-ce que tu vises cette année comme matière? Je vais essayer de faire, pas nécessairement les bases, là, mais tu sais, les choses fréquentes là, qu'on devrait masteriser. Fait que OK. bon, je me fais toujours dire que mon quiz est trop dur. Fait que je vais essayer de faire un quiz pour, euh, pour remonter les troupes, là, que des affaires que tout le monde sait, mais en même temps, ça va amener des discussions, fait qu'on va pouvoir aller plus en détail là, dans les petites choses s'il y a des Donc, sauce épicée, on sera dans le 5 sur 10. problèmes. Oui, c'est ça. Bon. Fait que je vais envoyer l'invitation en même temps que l'enregistrement. Vous allez pouvoir vous inscrire à cette formation-là qui est Zoom. Dans le cas des vétérinaires, vous pouvez utiliser cette formation-là dans votre dossier de formation continue de l'OMVQ. N'oubliez pas de les rentrer au fur et à mesure. Si vous écoutez l'enregistrement, vous prenez l'URL de YouTube et vous le mettez dans votre dossier comme preuve. Là, il demande comme un attachement puis vous mettez le lien comme preuve que c'est en fait que ça démontre que c'est ça que vous avez écouté. Good! Avant de commencer, Josée, là, je pense que vous le savez. Lors de la dernière AGA, encore une fois, on n'a pas de date à savoir quand on va pouvoir dire spécialiste en dentisterie, spécialiste en cardiologie. Un peu de l'année passée, il y avait comme un vent d'espoir qui s'est estompé cette année. Donc, faut tricoter autour, là, clinicienne en dentisterie, dentiste vétérinaire, qui a gradué de la faculté. Elle a fait, avant d'être acupunctrice, moi ça m'excite toujours de dire ça, acupunctrice. Après ça, elle a tourné, elle a fait son doctorat en médecine vétérinaire. Et puis, elle a fait sa résidence toute à la faculté et elle a eu son board. Ça fait déjà 1 an que tu as ton board? Oui, ben, Bravo, bravo. On ne devrait jamais cesser de se célébrer ce ah, mais vraiment milestone. pas. Et puis, ben, elle travaille pour Yvette Mobile et elle couvre la région de Montréal. Est-ce que tu veux spécifier un petit peu comment ça fonctionne pour tes déplacements, José? Oui, fait que dans le fond, Laval, Montréal, puis mettons Rive-Sud, disons à peu près 1 heure autour de Longueuil, là, c'est gratuit. Fait que, mettons de Sorel à Granby, je sais pas si Valleyfield, mettons Mercier, Mercier, ça c'est comme notre cercle. Fait que là-dedans, il n'y a aucun frais de déplacement, il n'y a pas de problème, on se déplace, on fait des consultes, on fait les cas chez vous. Si vous êtes en dehors de cette région-là, il y a quand même moyen qu'on y aille. Il va y avoir des fois des petits frais de déplacement. Fait que comme la rive nord de Montréal, je pense que c'est 123 rajouté au cas. Fait que, je veux dire, c'est quand même tout à fait abordable. Sherbrooke, on est rendu comme à 250. Puis on va à Gatineau ces temps-ci aussi, des fois. Je pense qu'on est à 300 de plus qu'on rajoute à l'estimé, mais dans le sens que c'est accessible, on va y aller quand même. Donc, écrivez-nous pour avoir des estimés, puis on va s'organiser, il n'y a pas de problème. Parfait. Fait que ça, c'est. Puis quel genre de cas, là, juste grosso modo, c'est quoi les cas que tu fais le plus souvent ou que tu. En fait, je suis ouverte à faire absolument n'importe quoi, les petits autant que les grands, mais les grands cas, c'est-à-dire, évidemment, vous m'appelez toujours pour les cas super difficiles, mais tu sais, mettons un petit dédentrage de temps en temps pour un petit patient qui aurait besoin de fine-tuning, là, ça pourrait être cool. Mais en général, on m'appelle beaucoup pour les extractions difficiles, traitement canal, évidemment, parce que vous ne pouvez pas en faire. Puis, ben, des fois, c'est juste les cas médicaux bizarres, là, biopsie, consultation pour dents incluses ou autres maladies bizarres. C'est pas mal ça, mes gros vendeurs. Parfait. Et tu offres aussi le service des Oui. téléconsultations virtuelles, donc téléconsultation science de spécialiste-ish, et le Ouais. vétérinaire, ouais, on n'a pas le droit de le dire, et le vétérinaire. Fait que tu as le service d'analyse de radio. Ouais, interprétation radio. Oui. Et En là, fait, on a trouvé un tagline, là.
C'est un problème, plusieurs radios et au moins un peu de contexte. Fait que c'est super important d'envoyer le plus d'informations et surtout pas des captures d'écran parce qu'on n'est pas capable d'aller dans le granulaire. Puis je parle comme si c'était moi qui analysais les radios. Je fais ça comme sideline, les amis. Mais c'est important de vraiment. Est-ce que José, tu veux expliquer la meilleure façon qu'on communique avec toi, là, surtout, tu sais, impliquant côté urgence, disons que quelqu'un est sur le point de rentrer en chirurgie ou est en chirurgie? Oui, fait que là, vous avez pris vos radios, vous ne savez pas quoi faire pour une raison quelconque. Vous pouvez envoyer votre radio. Je dis une radio, une question, là, mais tu sais, ça peut être une question, plusieurs radios de la même dame. Là. Je veux dire, on s'entend que c'est le même prix. Vous pouvez les envoyer à dentisterie@ivettemobile.com. N'hésitez pas à m'envoyer des radiographies de l'autre côté de la bouche. Ça m'aide. 90% du temps, je vais vous la demander de toute façon. Fait on va juste économiser du temps si vous me l'envoyez. Envoyez-moi au minimum, s'il vous plaît, le signalement du patient parce que l'âge, ça va souvent changer mon plan de traitement ou même mon différentiel. Et puis, bon, idéalement, le requête, là, je comprends que quand vous êtes sous anesthésie, vous m'envoyez la requête plus tard, mais fait, au minimum, plusieurs radios du problème qui vous inquiète, radio de votre côté, un petit peu d'histoire, puis écrivez-moi aussi vos trouvailles à l'examen physique. Y a-t-il des poches parodontales? Qu'est-ce que vous voyez? Y a-t-il une fracture de la dent, etc.? Si vous êtes capable de prendre des photos cliniques aussi avec votre cellulaire, vous mettez tout ça dans le courriel. Je veux dire, plus j'en ai, mieux c'est, là. Et puis, si vous êtes sous anesthésie, une fois que vous avez envoyé votre courriel, n'hésitez pas à appeler ma technicienne pour que si on n'est pas devant l'ordi, ça sonne sur sa montre, là, elle est tout le temps à l'affût. Fait que, puis si jamais on n'est pas ensemble pour une raison quelconque, elle va nous trouver. Puis, je vais pouvoir répondre à vos questions au numéro suivant. On va le mettre dans le chat. Oui. Non, c'est pas ça. Contact. Et puis, voilà, c'est 66 $. Fait que, tu sais, c'est pas non plus la fin du monde. Ça changera pas énormément votre estimé avec le client, là. Donc, ça peut valoir la peine si vous êtes mal pris. 514. Attends une minute. 5. Là, je suis dyslexique, c'est ça. 5, 1, 4, 4, 9, 9, 4, 9, 9, 4, 6, 9, 7, 6. 6, 9, 7, 6. Oui, comme quand le 976, c'était les numéros payants quand, dans les années 80. Hein? Quand on sert encore du téléphone. OK, j'envoie ça. Parfait. On a une question. Ah, on a deux. Si vous avez passé votre board, vous n'avez pas votre titre de spécialiste. Hey, ça, les amis, là, c'est vraiment... Ça fait partie des mystères de la médecine vétérinaire au Québec. C'est... Ah ben, veux-tu l'expliquer, Jo? Oui, en fait, il y a quelques spécialités. En fait, c'est un problème de nomenclature. Quand voyons, l'OMDQ, il y a X années, ont fait leur demande du titre de spécialiste auprès de l'Office des professions, je pense que c'est là le problème. Ils ont listé certaines spécialités plutôt que de dire et toutes les spécialités reconnues par les BDS ou des choses comme ça. Donc, les nouvelles spécialités, même si nouvelles, on va s'entendre, ça fait 20 ans que dentisterie fait une spécialité, ne sont pas inclus comme dans la définition des spécialistes au Québec. Donc, je pensais que cardio, c'était réglé. Mais Non, cardio, c'est pas... OK, bon, ben, JS n'est pas un spécialiste non plus. Non, vous êtes J'ai dit 3 Agvin, sur ça 5. compte pas, en tout cas. Non. Comportement non plus, je pense. C'est des mots comme Comportement. le médecine de refuge puis tout, là, c'est clair que ça ne marche pas. Là. Fait que j'ai pas le droit de m'appeler spécialiste. Je suis enregistrée auprès de l'OMVQ comme généraliste. J'ai tous les mêmes critères que vous et je ne peux pas me dire spécialiste. Fait que voilà. Si vous Parce que voulez les... n'est pas reconnu. Si vous voulez pousser dans le cul de l'OMVQ, ça me va plaisir de vous écouter. Regardez, je vais vous les montrer. C'est lesquels? Là, je vous ai perdu. Hey, je ne veux pas prendre trop de temps, là, mais je trouve ça fascinant quand même. J'ai ici. Attendez une minute. Là, j'étais pas. Attendez une minute. C'est ici. Donc, vous les voyez, ça, c'est si des fois les propriétaires, il y a vraiment beaucoup d'informations super utiles sur le site de l'OMBQ. Là. Vous voyez anesthésie, chirurgie des petits, des grands, dermato, imagerie, comportement est là, animaux de laboratoire, médecine interne, grands animaux, zoologie, microbiologie, neuro, onco, ophtalmo, ophtalmo, ça fait pas longtemps qu'il est là. Mais comment ils viennent de le rajouter? Oui, ils viennent de le rajouter, ce dernier. Pathoclinique, pério, puis urgento.
Fait que tout ce qui est... puis là, vous savez, aux États-Unis, il y a des nouvelles spécialités là, qui sont en train de se créer. Ben, ils vont passer, s'il y a un vet du Québec qui revient des États qui a été formé, ben, il ne sera pas reconnu au Québec comme spécialiste, même s'il est boardé américain. Oh well. Donc, c'est très frustrant. Même Joanne Parent à l'AGA s'est prononcée vivement, mais c'est un dossier qui reste ainsi. Donc, on retourne à notre sujet du jour. Fait que, Josée, est-ce que tu veux commencer tes cas inhabituels? Oui, là, normalement, c'est tout des JPEG, fait que j'espère que ça va fonctionner. En fait, là, Hélène, tantôt, elle disait genre, ah, les cas que José a collectionnés pour vous. En fait, c'est tous des cas dans les derniers 2 mois. J'ai comme eu une patch de patients bizarres. Et voilà. Donc, premier cas, j'ai vu ce chien au mois de septembre et c'est un Nova Scotia Dachshund Retriever de genre 2 ans qui a été présenté parce qu'il y a eu un problème qui n'avait pas été vu avant. Malgré son âge, tu sais, je dis c'est quand même un chien adulte. Et là, ça lui posait problème. Donc, je vais voir si vous avez une idée. Fait que le problème en ce moment que je vous montre, c'est absolument pas pour ça qu'il est présenté. Je voulais juste, c'est très cute, la nerd de dentisterie en moi est très excitée de voir ça. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec cette incisive? On a double incisive. OK, mais ça, c'est comme pas un vrai mot. C'est quoi le diagnostic médical? Il y a un terme. En anglais, un Gemini. J'aime En fait, c'est très proche, ouais. Fait que c'est une gémination. Gemini. C'est une dent qui a décidé en embryologie qu'elle se séparait pour faire comme 2 dents, mais elle n'a pas réussi. Fait que c'est comme une dent siamoise, si on veut. Et les gens demandent dans Gemellaire, ça sonne drôle. Gémellaire. Est-ce que Euh, c'est bon dans un dossier là, devant l'ordre? Devant l'autre, je sais pas. Le problème là, avec tous les termes médicaux là, en français, c'est que je sais toujours c'est quoi le terme en anglais. Puis là, ça dépend qui l'a traduit. Puis si tu lis genre des textbooks européens versus des Canadiens ou des articles, c'est pas les mêmes mots. Fait que, ayez bien du fun avec ça, fait qu'écrivez ce que vous voulez, je ne sais pas. Mais tu sais, je veux dire, même si vous écriviez, tu sais, à place de dire Géminé, si vous disiez bigéminé ou, tu sais, fusionné, ou, ben, en fait, fusionné, c'est pas la même chose, mais, je veux dire, là, on ne va pas vous tomber dessus. Vous avez fait quand même une description du problème. Là. Mais les maudites traductions, là, c'est de l'enfer. Je ne sais jamais c'est quoi les mots. Puis je sais qu'il existe un lexique de dentisterie en français, mais je ne sais même pas, encore une fois, c'est Belgique, France ou whatever, il doit y en avoir 8 versions de ce lexique-là. Fait que c'est toujours, je me tape la tête, c'est même. OK. Fait que, est-ce que ici, on peut voir le problème du patient? Je vais vous donner une idée, c'est au maxillaire. Puis en fait, on va passer à la suivante. Il y a le même problème de l'autre côté. C'est bien caché. Fait que d'où l'importance de faire un bon examen de gueule parce que ça n'avait pas été vu jusqu'à l'âge avancé, l'âge de 2 ans du patient, mais c'est quelque chose avec lequel il est né. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe, mettons, il y a comme du débris là, entre sa 8 et sa 9. Fait que si on regarde un petit peu au palais de notre patient, en fait, ça aurait pas dû être cette photo-là en premier. On a ça ici. Puis on a ça ici. Est-ce que quelqu'un veut s'avancer? Fait que ceux qui ont déjà vu mon petit vidéo ou moi en personne qui fait un examen de bouche, fait qu'on perd l'occlusion, c'est facile de lever les lèvres avec la gueule fermée du chien, mais à la fin, je mets toujours mon pouce au palais pour regarder grand. On a à peu près juste 1 seconde pour faire un petit tour d'horizon, mais on regarde vite, vite la langue, le palais, fond de gorge pour voir si c'est quelque chose qui nous saute aux yeux, mais ça, quand même, ça devrait nous sauter aux yeux. Dans le bébé retenu, c'est intéressant ça. Où sont les dents de bébé par rapport aux dents d'adulte? Normalement.
C'est la même chose que pour les incisives. Vous avez sûrement déjà vu des incisives retenues. Les dents de lait sont où? Oui, sont au buccal, exactement. Donc, si j'avais des dents de lait retenues, ils seraient dans les joues. Donc, c'est pas une dent de lait. Qu'est-ce que ça peut être? Dent surnuméraire. Oui, exactement. Je n'ai jamais vu de PM4 surnuméraire de ma vie. Fait que les dents surnuméraires, ça peut arriver, c'est souvent les PM1, en haut, en bas, les dernières molaires, en haut, en bas, puis des incisives des fois, souvent plus en haut. Je pense que j'ai déjà vu une canine surnuméraire, mais c'est super, super rare, puis j'avais jamais vu PM4 surnuméraire. Et évidemment, j'en ai vu 2 dans le même mois, parce que c'est comme ça. Donc, ce petit loulou-là, il y a des PM4 surnuméraires, à peu près conformés comme des cauchemars de un petit peu une mini PM4, pas tout à fait pareil, mais mettons, ça se ressemble. Est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que ça cause un problème? Et si oui, pourquoi? Mon Dieu, vous êtes allumés ce soir. Oui, ça fait de l'encombrement, puis on le voit très bien sur la photo. Il y a un paquet de débris qui sont pris entre les dents qui sont en double. Et on peut voir aussi le petit jus blanc là, qui sort de là. Ça a l'air bien appétissant. Donc, ça cause de l'encombrement, ça cause des problèmes à ce patient-là. L'autre problème, ça aurait pu. Dans ce cas-ci, l'occlusion, on a la M1 mandibulaire qui va venir se déposer, ou plutôt la grosse cuspide principale de la M1 va venir normalement justement comme au palatin de la racine distale de la 8, juste devant la 9. Est-ce que vous voyez mon curseur ou non? Oui, les OK. petits, là, ceux qui sont sur un écran mobile vont avoir le. OK. Mais moi, je le vois sur un écran laptop. OK, ouais, normalement, la cuspide de la M1 va s'en venir ici. Fait que ça aurait pu frapper la dent surnuméraire. Dans ce cas-ci, ça la frappait pas, mais ça fait juste impacter encore plus de débris. Mais en fait, pour toute dent surnuméraire, vous devriez vérifier est-ce que ça nuit à l'occlusion, parce qu'évidemment, c'est propre à votre patient. Ah oui, on va en parler des radios. Puis bon, c'est ça cause de l'encombrement. Puis l'autre chose qu'il faut se méfier, si les dents sont surnuméraires, mais qui ont l'air d'avoir une forme un peu inhabituelle, parce que des fois, on a juste une dent surnuméraire, puis le chien a décidé de faire une dent de plus, puis des fois, il a décidé de faire une dent qui n'est pas exactement une dent qui a une conformation normale. Ces dents-là, il faut toujours se demander est-ce qu'elle pourrait être infectée, parce qu'avec nos yeux, des fois, elle a l'air normale, il peut y avoir microscopiquement des anomalies. La dentine peut être anormale, l'émail peut être anormal, il peut y avoir des plis dedans, des invaginations qui pourraient mener à des bactéries. Donc, on doit toujours radiographier des dents, disons, qui nous paraîtraient étranges. Comment fait-on pour avoir des bonnes radios avec un cas pareil? Bien, on va en parler des radios. Fait que, on avait une belle poche à cause des débris qui étaient accumulés. Et ça, c'est tout le chenu que j'ai sorti entre les 2 dents de ce petit patient-là. C'est pas aussi pire, j'ai déjà sorti bien plus que ça d'une fente palatine. Une fois, j'avais un chien qui avait pratiquement genre son sac à main chaque temps, mais c'était quand même pas pire. Je vous laisse imaginer l'odeur. Donc, ça avait l'air de ça une fois débridé. Là. Donc, on avait quand même de la gencive qui recouvrait le palais. J'avais pas trop d'os exposés. On a la poche parodontale dont on a parlé. Puis, bon, je pense que l'autre côté, je l'ai pas mis, mais ça avait l'air... il n'y avait pas de débris, fait que vous l'avez déjà vu. Fait que sur ça, j'ai mis sa charte dentaire, donc j'ai simplement noté que, bon, la dent géminée, j'ai vraiment, mon diagnostic, c'était dent surnuméraire. Bon, il y avait une dent, une fracture non compliquée sur sa 8, puis j'ai marqué aussi la poche au distal de la 5. Mes radios, fait qu'ici, on voit la belle dent géminée, mais j'ai pas de lésion périapicale. Je sais que vous voyez peut-être un petit croissant noir, mais à mon avis, c'est un chevron. La différence entre un chevron et une lésion périapiale, pour ceux qui s'en rappellent. Un chevron, c'est un artefact. En fait, c'est pas un artefact, je ne devrais pas dire ça parce que c'est réellement une raréfaction des trabécules osseux à l'apex d'une dent. Étant donné qu'il y a plein de vaisseaux sanguins de nerfs qui pénètrent la dent à cet endroit-là, c'est un petit peu moins dense l'os. Puis anatomiquement, ça se voit. Au crâne, sur un CT, etc. Si on faisait des coupes d'un crâne, on le verrait. Donc, des fois, la radiographie, on le voit aussi.
Puis pour différencier un chevron d'une lésion périapicale, en général, le chevron va suivre le profil de la dent. Tandis qu'une lésion périapicale va vraiment faire un champignon. Donc, on va avoir notre bout de racine, puis là, oups, la lésion, elle s'étend comme un globe. Donc, ici, on a une lésion, ben pas une lésion, mais une petite zone radiotransparente, mais qui semble suivre le contour de la dent. Ça ne m'inquiète pas particulièrement. Souvent, les lésions chevrons vont être bilatérales et symétriques. On en voit un petit peu aussi sur la 3. Ma radio n'est pas parfaitement droite, ce qui pourrait expliquer pourquoi je ne le vois pas de l'autre côté. Vous pourriez toujours en reprendre un autre plus droite là, si vous avez des doutes. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est nos radios de la PM4. Donc, là, évidemment, je veux planifier mon extraction. Fait que j'aimerais ça voir mes racines sont faites comment, dans quelle direction elles vont. Mais ça m'en dit pas tant. Fait que comment on fait pour avoir des bonnes radios? Tu fais pas des bonnes radios. Tu fais ce que tu peux. Tu essaies de trianguler le plus possible, mais c'est vraiment un cas où en chirurgie, je me suis fiée plus à mon expérience puis à mes yeux pour déterminer combien j'avais de racines, dans quelle direction elles vont, puis comment je vais les sortir de là, plutôt que vraiment mes radios. Parce que sur cette radio-là, je trouvais que les racines avaient l'air fusionnées, puis je me suis dit, ah, ça doit être juste comme un petit pain. Mais finalement, il y avait 3 racines distinctes que j'ai cassées. Mais bon, j'ai été capable d'aller les chercher. Je vous dirais, c'est ça mon expérience, d'avoir fait plusieurs dents incluses avant, d'avoir fait des dents dilacérées déjà. J'ai déjà fait des dents où, je veux dire, le cadran au complet, c'est comme un gros pain de dents incluses. Fait que là, tu as des trucs sur comment couper ça en morceaux pour les sortir tranquillement. Puis les cas que j'ai fait aussi avec les exotiques. Fait que les cas que j'ai fait avec des phoques, où que leurs racines sont en forme de poire. Fait que tu as réellement comme une petite couronne, puis la racine, c'est comme un gros globe que tu sais que tu sortiras jamais ce globe-là par le trou de l'alvéole, fait que tu n'as pas le choix de fraiser et de faire un chemin, tu sais, avec les cochons, puis les chameaux, puis les chevaux qui ont des espèces de petits bouts de racines, puis que tu comprends pas ta radio la moitié du temps, mais faut que tu te débrouilles. Donc, je vous dirais que ça, c'est une des occasions où les radios sont utiles parce qu'on va le voir tantôt quand tu casses des bouts de racines, c'est utile de savoir où est-ce qu'ils sont puis s'il t'en reste ou pas. Mais sinon, c'est vraiment juste de trianguler en 3 dimensions avec l'OP-suction, comme j'arrête pas de répéter. On a 2 questions. Mais un, c'était justement sur la fermeture de la gencive une fois que tu as une Mais extraction. là, vous me pensez, là, ça sent bien. On n'est pas rendu à la fermeture, je parlais. Mais tu t'en approchais. Oui, ça sent bien, là. Tu veux-tu l'autre question commentaire avant? Est-ce que tu la vois? Une est dans le Oui, chat, oui, puis OK. l'autre. Dans Gemini, je vais dans supplémentaire. Oui, donc exactement. Fait qu'une dent géminée, la différence entre une dent géminée, une dent fusionnée, puis une dent surnuméraire, en fait, c'est tout comme un petit peu une progression. C'est possible que dans l'embryologie, 2 bourgeons de dents se soient fusionnés, puis ça allait donner une espèce de dent siamoise aussi. Fait que la différence entre la dent fusionnée puis géminée, allez regarder, il n'y en a pas, mais c'est le nombre de dents dans le cadran qui va vous dire si c'est une fusion ou une gémination. Parce que si c'est une fusion, c'est 2 bourgeons qui ont fait une dent, bien, il va vous manquer une dent dans le cadran. Si c'est une gémination, il y a le bon nombre de dents dans le cadran, mais il va souvent avoir comme une dent qui a une racine de plus. Comme si elle avait essayé de se dédoubler, puis l'autre, ils se sont fusionnés. Puis une dent surnuméraire, ben, c'est n'importe quelle dent dans le cadran qui est en plus des dents qui devraient normalement être là, puis elles peuvent être de forme normale ou anormale. Donc, on a un beau petit spectre de dents bizarres. Donc, voilà, ça, c'était une de mes radios, parce que les racines avaient l'air d'aller un petit peu vers le distal, elles avaient l'air couchées, je pensais qu'elles étaient fusionnées, elles ne l'étaient pas. Et ça, c'est de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, je voyais au moins qu'il y en avait 2, mais là, j'étais, tu sais, mettons la buccale ici, est-ce qu'elle allait fusionner avec la palatine ou pas? Ben, dans le fond, j'ai fait ce que j'ai fait d'habitude, c'est-à-dire que j'ai sectionné ma dent de façon à pouvoir extraire ma grosse racine distale en premier, parce que au moins, à partir de la couronne, je savais où je m'en allais. Fait que j'ai enlevé celle-là en premier, puis après ça, je me suis dit qu'avec le trou que ça allait faire, puis en pouvant visualiser la couronne
disons, la partie médiale, la couronne, j'allais voir si je faisais une autre section ou pas, qui était enlevé un petit peu d'os autour pour les dégager pour voir si je faisais une section ou pas. Fait que finalement, la première, je l'ai cassée, fait que j'ai vu qu'il y avait 3 racines finales, j'étais capable de les sortir les 3. Puis de l'autre côté, je m'attendais plus qu'il y en ait 3, fait que je l'ai vraiment traité comme une PM4 plus standard. Il y a une des racines qui s'en allait dans une direction un peu bizarre, mais il y avait vraiment 3 racines, fait que j'ai réussi à les sortir comme ça. Fait que, tu sais, je veux dire, cette radio-là, elle m'aide pas tant à savoir dans quelle direction vont les racines. Fait que, c'est ça. T'improvises, puis tu pries pour avoir un CBCT qui va se matérialiser tout à coup à côté de toi, mais à date, ça n'est pas arrivé. Donc, fermeture du palais, c'est complètement inélastique. Donc, si j'avais voulu fermer, j'aurais eu quelques options. J'aurais pu extraire la vitre puis prendre ma joue puis aller fermer ça. La cliente ne voulait absolument pas qu'on extrait les vitres. J'aurais pu aussi faire une incision de relâchement au niveau de mon palais, puis tirer. Non, j'aurais pu tout élever le palais, tout le décoller de l'os, puis tirer dessus pour aller fermer mon trou. J'aurais laissé un bout de palais exposé à l'os. C'est-à-dire que le bout de palais exposé aurait pu granuler, puis mon trou aurait été recouvert. C'est ça qu'on fait souvent quand il y a des fentes palatines. Par contre, dans ce cas-ci, j'ai pas de communication avec le nez. Donc, devinez qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que je me suis assurée que j'avais plus de racines. Oh que oui, j'ai laissé ça de même. Donc, ça, c'est mes deux côtés, mes deux radios post-op. Fait que vous voyez, si je veux dire, même après avoir débridé puis épongé, le caillot est euh, déjà l'air stable. J'aurais pu faire un petit X avec un fil de suture juste pour donner un petit peu de support au caillot, surtout sur le maxillaire. Là, ici, la gencive était tellement euh, pas belle, étant donné qu'il y avait tous les corps étrangers au début, que je suis pas sûre que mon X aurait tenu, mais de l'autre côté, j'aurais pu. Puis, là, j'ai expliqué à la cliente que notre 8 puis notre 9 avaient perdu des plumes un petit peu. Fait qu'il y avait maintenant une poche parodontale à cet endroit-là, mais que maintenant que les corps étrangers sont partis, ben c'est possible que ça granule. Ça va jamais se remplir complètement, mais ça peut au minimum se stabiliser. Donc, j'ai expliqué qu'il fallait qu'elle fasse des suivis si elle voulait garder ses dents-là toute la vie du chien, mais qu'au moins là, pour aujourd'hui, elles étaient sauvées puis qu'on pouvait les garder probablement encore quelques années. Fait que mes radiopoches, je me suis assurée que j'avais plus de bout de racine, puis ils sont pas dans l'ordre, mais ici, vous voyez un bout de racine que j'ai cassé. Puis, c'était pas évident de savoir il était où, mais au moins, je savais qu'il y en avait un quelque part, puis qu'il fallait que j'aille l'enlever. Donc, ici, ça s'est terminé, là, ici, comme ça. Puis, mon autre radio poste, en fait, elle est très décevante dans le sens qu'on dirait une radio complètement normale de palais, puis que j'ai rien fait du tout sur ce chien. Mais au moins, là, j'étais certaine que je l'avais enlevé au complet et qu'il n'y avait pas de racines qui restaient dans cette dent-là. Et donc, effectivement, j'ai laissé granuler. Et ça, c'est la Réval réveillée. Fait que, pas la meilleure photo, mais 3 semaines plus tard. Donc, petit palais rose, complètement épithélialisé, même pas rouge, là, si je veux dire, petit palais rose pâle, des deux pareils, des deux côtés pareils, aucune trace. Puis, vu que le chien avait le bon nombre de dents, il n'y a vraiment aucune trace de mon passage. C'est littéralement comme si j'avais rien fait. Donc, ayez pas peur de laisser les dents ouvertes quand vous êtes mal pris, parce que dans ce cas-ci, ça m'a vraiment sauvé. Ah, parfait. Les réponses Ouais, reçues, mais c'est ça. effectivement. Euh, exactement, surtout si on n'a pas fait de lambeaux, puis on n'a pas enlevé d'os, puis c'est tout à fait l'indication pour laisser les plaies guérir de façon ouverte. Donc, puis oui, en humaine, j'ai fait quelques journées de stage en humaine, pas des tonnes, là. Puis je pense, j'ai pas vu fermer grand-chose. Il laisse toutefois. Fait que je sais qu'on est très réticent en médecine vétérinaire, mais je veux dire, moi, je le fais souvent, puis je suis très contente de moi. Ça va vite, parce que t'as rien à faire, puis ça guérit magnifiquement. OK, question avant qu'on passe à l'autre cas. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Il faut que je sorte.
que je prenne un autre dossier. J'ai osé une nouvelle caméra. Ouais. Claude va bien, et c'est moi qu'on va pas bien. J'arrête pas de dire, mon Dieu, que je suis blême. Je vais juste regarder ça. Ouh, je suis pas maquillée. Bon, c'est correct. Vous me voyez naturel. Dans 1 mois, 50 ans, les amis. I drink to that. OK. Ceci est une chatte. Chat, peu importe. On va dire que c'est une chatte. Commercialisée d'environ 7 ans. A eu cette masse un petit peu, disons, multilobulée au maxillaire il y a quelques années. Avait été juste coupée par le vétérinaire référent et envoyé en histopathe. Donc, on savait déjà c'était quoi, mais là, vous ne savez pas. Et c'est revenu. Donc, avez-vous une idée de qu'est-ce que c'est que cette magnifique masse? On a un granulome pyogénique typique. Ah, je devrais pas le lire si les gens réfléchissent. C'est plus funky que ça. Ah, un granulome éosinophilique. Euh, J'en ai jamais vu des comme ça. Les granulomes éosinophiliques peuvent être sur la lèvre, puis j'en ai déjà vu sur la langue. Sur la langue, ça peut être vraiment épeurant parce que des fois, ils sont vraiment, vraiment pas beaux. C'est vraiment prolifératif, là, ça a l'air d'une grosse masse au milieu de la langue, puis des fois, on pense que c'est une tumeur, mais finalement, un peu de cortico, puis ça va partir. Mais non, ce n'est pas un granulome éosinophilique. Puis j'ai jamais vu de granulome éosinophilique ailleurs, à part la lèvre et la langue. Je sais pas si ça se peut, faudrait que je vérifie. Inflammation avec du tissu. Donc, il faudrait... Bon, pour ceux qui ont répondu granulome pyogénique, il faudrait vérifier l'occlusion, en fait, parce que si, mettons, la 7 en bas allait, ou la 8 en bas allait taper sur la gencive en haut, ça aurait pu. Par contre, normalement, on s'attend à ce que les dents du maxillaire soient à l'extérieur des dents mandibulaires. Fait qu'il aurait fallu qu'il y ait ce qu'on appelle une occlusion croisée rostrale, fait une inversion de l'occlusion. Mais si, à la limite, on ne trouve pas de dents qui cognent ou d'explication, on pourrait dire que c'est probablement pas un granulome pyogénique parce qu'on le voit souvent lors des malocclusions, mais encore faut-il trouver la malocclusion. Là, je sais pas, tu as beaucoup de variété dans les réponses, là. Oui, oui. Bon, mais l'annonce, ça aurait pu, c'est assez rare chez le chat. Ben, en fait, j'ai mis la réponse de gros tissu de granulation parce qu'il y a une grosse lésion de résorption en dessous. Ça aurait pu, oui. Là, avec l'histoire de Levette l'enlever il y a quelques années, ça colle un petit peu moins. Mais effectivement, une dent qui est résorbée en stade très, très, très avancé pourrait avoir l'air de ça. Mais vos radios vont vous le dire, puis mettons qu'on les regarde, nos radios. Fait que là, on a ça ici, c'est gros, ça reste pas mal au buccal. Ça a traversé un petit peu l'arcade. Et donc, radio des incisives, fait qu'on n'y a rien qui se passe. On commence notre 7, elle a un petit peu, elle a quand même une liaison de résorption, la 7. Puis notre radio de du maxillaire, ben, il se passe pas grand-chose. J'ai pas de lise osseuse, j'ai pas, la masse est pas calcifiée. Donc, en fait, il s'agit d'un porc de chat. Ah, ta lésion préférée! Fait que c'est un peripheral odontogenic fibroma, autrefois l'épuli fibromateux, qu'on voit très souvent chez les chiens, qui fait vraiment cette apparence-là d'une masse parfois un petit peu irrégulière, bosselée, mais généralement recouverte de gencives qui a l'air à peu près saine, puis qui peut pousser un petit peu n'importe où dans la bouche des chiens. Mais là, c'est assez rare de voir ça chez les chats, mais c'est possible. Puis la différence entre les chiens et les chats, c'est que chez les chats, ça a beaucoup, beaucoup plus tendance à la récurrence que chez les chiens. Chez les chiens, c'est plutôt inoffensif. En fait, dans les deux cas, c'est pas un néoplaste. Ça va pas envoyer de métastase, à part que ça revient localement puis que c'est tannant parce que l'animal le croque. Ça n'a pas vraiment de conséquences dans la vie du patient.
mais il faut l'enlever parce que ça grossit toujours. Et voilà, chez les chats, ça a tendance à revenir plus que chez le chien. Donc, on va prendre des marges en général un petit peu plus grandes, puis on va essayer de l'exciser en bloc, pas juste de couper dedans. Donc, je peux l'écrire, là. C'est peripheral odontogenic fibroma. Fait que pas de son petit nom. J'essaie de retrouver. On en a fait un webinaire, tu en as parlé beaucoup. Ben, j'en parle souvent parce que j'en vois sous toutes ses formes et sous toutes ses couleurs et c'est pas rare de voir des puffs. Mais chez les chats, c'est ça, c'est beaucoup moins habituel, mais cette apparence-là est très, très, très typique, en fait. Et puis, ça peut des fois couvrir plusieurs dents, puis il peut y avoir des fois plusieurs localisations dans la bouche qui l'ont. Donc, ça se comporte un petit peu différemment chez le chat. Fait que ce que j'ai fait, où l'avez-vous écrit? Ça se dit, ça, je l'ai écrit dans le chat, normalement. On le voit pas? Tu le vois-tu, Hélène? Excusez, et là, j'essaie de retrouver les... Oui, excusez. C'est ta souris? Ben, Caroline me demande où est-ce que je l'ai écrit, mais je l'ai écrit dans le chat, mais on dirait qu'ils l'ont pas vu. Probablement que est-ce que tu as sélectionné Everyone? Mais pourquoi je m'appelle DJ? Mais c'est moi qui ai écrit, en fait, juste avant Caroline. Non, c'est parce que regarde, tu l'as envoyé host, panéliste, tu me l'as envoyé à moi, moi je le vois. Ah! Fait qu'il faut que tu Fait que cliques. depuis tantôt, j'écris dans le vide, OK? José, je vais marquer José, vous écrivez. Bon, voilà. Ah, oui. Euh, donc, cette apparence-là est très typique. Ça peut englober plusieurs dents, puis il peut y en avoir ailleurs dans la bouche. Puis si vous faites juste le couper dedans, là, ça va revenir. Donc, ce que j'ai fait pour ce petit patient-là, et oui, effectivement, il y a une lésion de résorption sur la 7, puis la 104 avait aussi une UCF. Fait que ce que j'ai fait, c'est je l'ai enlevé avec des marges de à peu près 2 mm, puis je l'ai enlevé en bloc. Fait que j'ai vraiment pris une fraise, puis j'ai coupé tout mon os. En fait, j'ai fait une incision à 2 mm autour de la masse, partout. Ensuite, j'ai élevé, fait que je me suis assurée de dégager l'os. Puis en prenant ma fraise, j'ai coupé dans les dents pour vraiment comme, couper toute la lésion. Puis ensuite, je suis allée chercher mes bouts de racines. J'ai refait mon alvéoloplastie. Et là, j'ai fait un grand, grand lambeau pour refermer le tout. Fait que c'était comme une maxillectomie, mais très, très timide, que j'ai accepté de faire en clinique dans ce cas-ci parce que c'était comme quelque part entre des extractions agressives versus une maxillectomie. Là, c'était pas la maxillectomie du siècle, mais voilà, fait que j'ai réussi une belle fermeture quand même. On voit que le vestibule est quand même un petit peu peut-être plus tête qu'il l'était. J'en ai profité vu qu'on est en spécialité, ben, j'ai arrondi les dents du cadran en dessous pour être sûr qu'ils viennent pas piquer dans ma plaie, étant donné que le vestibule va être plus serré de ce côté. On a une question aussi. Est-ce que vous faites toujours l'extraction de la dent adjacente à l'épulie? Non, mais là, dans ce cas-ci, vu qu'elles étaient pas mal, tu sais, mettons, ça commençait à grimper, ça a vite pas mal. Là. Fait que, si je voulais me garder des marges de 2 mm, j'arrivais au milieu de la vitre, fait qu'il n'y avait pas moyen que je découpe autour. C'est pour ça que je les sacrifie. Fait que si elle avait été bien isolée, mettons, centrée sur la 7, parce qu'elle était comme entre la 7 et la 8. Si elle avait été centrée sur la 7, ça m'aurait fait plaisir de sauver sa petite 8, mais là, ça commençait à être gros pas mal. Puis, en fait, c'est ça qui arrive avec les puffs, même chez les chiens. C'est qu'ils sont souvent à base large. Fait que même si on veut les enlever avec une marge de 1 mm, après ça, fermer est un problème. On n'a plus de dents gencives attachées pour personne. Fait que plus on les enlève tôt, quand elles sont petits, ben plus c'est facile. Fait que si on attend que ça ait la taille d'une noisette ou même un raisin, ben là, ça a fini qu'on enlève 3-4 dents dans le cadran, puis que ça devient une chirurgie beaucoup plus compliquée, même si c'est une masse qui est officiellement pas bien méchante, là. Mais c'est juste ça occasionne des coups puis des problèmes chirurgicaux là, pour la guérison. On a une question. C'est quoi la probabilité si on avait laissé le PM4 que le fibrome revienne? Sur un chat, d'après moi, j'aurais dit 80%.
et plus. J'aurais pas fait ça. Parce que j'aurais pas pu l'enlever au complet. C'était sûr que si je laissais la 8, je veux dire, le fibrome était à moitié embarqué sur la 8, fait que c'est sûr qu'il y en aurait resté. Sur un chien, en fait, si vous faites juste le couper, il y a des quand même bonnes chances que ça revienne. Faut, tu sais, au minimum, aller enlever tout le tissu mou, là. Fait que sur un chien, si vous faites juste debulker, je dirais au-dessus de 50% de chances que ça revienne. Puis si on enlève la dent associée, puis on enlève quelques millimètres autour, disons 10% de chances que ça revienne. Mais il faut enlever la dent qui est associée. On a une autre question ici. Quand tu as dit, ouais, là, il y en a 3 questions. Arrondir, est-ce que tu as mis un scellant après? Oui, tout à fait. OK. Ensuite, est-ce que tu as fait une extraction de la 104 fracturée en même temps? Je sais qu'elle a l'air courte. J'ai tout fait pour m'assurer que, en fait, la pub n'avait pas l'air exposée. Fait que je pense que je l'ai laissée, mais je veux dire, si j'avais cru qu'elle était à extraire, je l'aurais extrait. OK. Ou très pas mal. Mais là, je pense que la manière avec la facture était assez. Ah, c'est ça, on voit la pulpe qui est comme arrêtée ici. Un petit peu avant. Fait que ma radioposte, on voit que toutes mes racines sont parties. En fait, on voit pratiquement pas que j'ai fait une maxillectomie. Ça a juste l'air des extractions un petit peu agressives. Fait que très peu fréquent chez le chat, les puffs, mais ça se peut. C'est quoi les autres qu'on a? Quelle heure? Oh non, du temps encore. Ah oui, OK. Ça va être l'heure de la question. C'est la question. Mais pas tout de suite, là, mais bientôt. Voilà. Bon, là, c'est pas les photos de bouche les plus belles ever, mais tu sais, le patient fait genre 2 kilos, fait que je fais ce que je peux, là, avec une commission bien avancée pour un Yorkie. C'est un petit Yorkie d'âge moyen, là, je sais pas, 7-8 ans, qui venait, bon, pour maladie parodontale et autres. Fait qu'on a fait une trouvaille, en fait. Fait que ici, vous voyez ces dents qui ont une apparence à peu près normale. Bon, on a un peu de récession gingivale, on a du tartre, on a la 9 qui est peut-être pas, là, l'extraction n'est pas tout à fait complète, elle est un petit peu tournée, mais bon, sur un mini-chien, c'est pas rare. Même chose de l'autre côté, la 9 n'a pas fait éruption complètement, il manque des dents dans le cadran. Bon. Et là, au radio, pourquoi? J'ai mis en ordre mes photos pour tant que bon. Bon. OK, au radio, on a ça. Fait que, on a 9 que cette apparence-là. Et on a aussi 9 de l'autre côté que cette apparence-là. Est-ce que, si c'est vous en clinique, qu'est-ce que vous vous dites? Et c'est là que tu peux faire ta question, Hélène. Elle est lancée. Donc, vous devriez voir à l'écran la question, qu'en pensez-vous? Oui, je connais la condition. Je ne sais pas c'est quoi, mais ce n'est pas normal ou c'est normal et sans conséquence. Je peux te mettre On vous l'autre. laisse voter. Et je viens de voir que la 8, elle a un sale crochet. Je me serais fait plein de plaisir avec ça. Mais c'était pas son problème aujourd'hui. C'est anonyme, là. On ne va pas Oui, oui, c'est pas s'amuser. C'est juste parce que j'en ai déjà parlé de cette condition-là, puis je veux juste savoir si je radote ou si c'est encore nouveau, puis il faut que je continue d'en parler. C'est ça mon but. Il y a beaucoup d'hésitations. On n'a même pas la moitié des gens qui ont voté. Donc, je pense que c'est pertinent comme question. OK. On y va, on le met la fin au. Je vous laisse 5 secondes parce que là, il va Ah, falloir. mais en fait, Pardon? je viens de me rappeler que cet après-midi, je m'étais dit que j'allais vous montrer une photo dans un livre humain. Fait que vous avez le temps que je trouve la photo. Ah, OK. On laisse un peu plus de temps. Euh, Oh, docteur Payette a répondu. Elle est redoutable. Moi, je ne sais pas c'est quoi la réponse, là. Ah, OK, c'est bon, je l'ai trouvé.
C'est juste que là, j'ai comme 10 millions de fenêtres, là. Parfait. Donc là, je vais arrêter. Faut juste que moi, je retourne dans mes... Alors, les réponses. Eh, Oui, je connais la condition à 41%. ah, quand même. Je ne sais pas c'est quoi, mais ce n'est pas normal. 48%, c'est normal et sans conséquence, 11%. Parfait. Eh bien, ce Oh, n'est pas normal et sans conséquence. Mais il y a quand même la maladie parodontale, mais c'est pas ça qu'on regarde. Donc, cette condition-là est très, très, très typique des petits patients. Vous pouvez l'avoir sur d'autres patients, mais c'est typique des Yorkies et autres petites choses. Et ça se caractérise souvent par des molaires 1 qui, plutôt que d'avoir des racines divergentes, vont avoir des racines soit parallèles ou même convergentes dans certains cas. Et vous allez aussi avoir cette espèce d'opacité à l'intérieur de la cavité pulpaire. Vous voyez l'espèce de bosse ou de moton que ça fait? Donc, on n'a pas une cavité pulpaire là, qui a une même largeur, qui suit la forme de la couronne comme normale. Puis, si je retourne, on a la même chose ici sur l'autre radio. Donc, autrefois, cette condition-là s'appelait le dens indenté ou le dens invaginatus. Puis là, je vais essayer de vous montrer. wow! On en a quand même quelques-uns. Bravo! Oh, mais ça a changé de nom. C'est vraiment hot. OK, ça peut share, mais il faut share la bonne. OK. Donc, ça ressemblait à... En fait, un dent invaginatus, c'est comme la première étape avant un dent indenté. C'est vraiment une invagination des structures, encore une fois, embryonnaires, là, qui forment les différentes couches de la dent. On peut avoir juste une invagination, puis le stade final, c'est que vraiment, tu as une dent dans une dent. Fait qu'on a une belle radio ici. C'est des dents d'humain, évidemment. Fait que là, vous avez comme c'est ça, une petite dent dans une dent. Puis, normalement, ça nous donne à la radiographie, là, je peux peut-être aussi, des espèces de motons à l'intérieur des dents. Puis, s'il y a même envie d'avoir de l'émail, on dirait, là, il y a comme une zone un petit peu plus radio opaque. Regardez comme c'est beau. Donc, ça, c'est un dent indenté en humain. Puis là, après, on s'est mis à se dire que c'est ça qu'il y avait chez les chiens. Mais en fait, récemment, dans les dernières années, il y a un dentiste qui a dit non, c'est pas ça. Puis je suis quand même assez d'accord avec lui. Je vais remettre ça ici. Puis, parce que c'est pas exactement ce qu'on voit. C'est-à-dire que oui, il y a une opacité à l'intérieur de la cavité pulpaire, mais c'est pas nécessairement une autre plus petite dent. Puis ça va être accompagné de cette espèce de malformation-là des racines, de cette espèce d'angulation étrange des racines. Puis en fait, il y a un super bel article qui a paru, ils ont montré, ils ont coupé ces dents-là à l'histo, puis ils ont vu que c'est vraiment pas une invagination, c'est comme il y a une structure vraiment anarchique de la dentine à l'intérieur des dents. Puis ça s'appelle maintenant la malformation des dents carnassières parce que ça arrive, c'est plus flagrant au niveau des nefs en bas parce que on a ces anomalies des racines, mais on se rend compte que l'opacité est aussi présente au niveau des PM4 en haut et que, dans le fond, ces bizarreries de la dentine sont aussi présentes. Donc, ça s'appelle maintenant la malformation des dents carnassières. Je vous ai pas mis les radios parce que c'était un petit chien puis on voyait rien de toute façon. Ces radios des PM4 étaient pas intéressantes. Mais la conséquence de ça, c'est que très souvent, ces anomalies-là de la dentine et des fois de l'émail, on a souvent une craque, comme une petite craque de fesse là ici au niveau du pli entre les deux racines cliniquement, que là, c'était pas visible parce qu'évidemment, on avait de la gencive qui embarquait sur la dent parce que la dent, son éruption est tout à fait complète. Mais ces invaginations-là, quand même, de l'émail ou ces anomalies-là histologiques vont souvent causer l'infection de la dent. Puis on va avoir des belles lésions clavicales comme, comme sur la racine distale ici de notre 409. Donc, ce n'est pas sans conséquence parce que ces dents-là sont souvent infectées. Elles ne sont pas obligées de l'être. En fait, on n'a aucune statistique qui vont nous dire dans quelle proportion elles le sont. Il y a, encore une fois, le papier qui décrit la condition. Je pense qu'il y avait comme une dizaine de cas
faudrait que je le relise, là, mais je dirais de mémoire, il y en a à peu près la moitié qui est infectée, puis la moitié qui était quand même viable. Donc, si on a un jeune animal, je vous recommanderais de fortement, fortement encourager le client à revenir pour un suivi radiographique. Puis si vous avez des vieux animaux, ben si évidemment il y a des lésions périapicales, ben c'est pas compliqué, on les enlève. Puis s'il y en a pas, puis que l'animal a genre 7-8 ans, ben probablement que ces dents-là vont être correctes. Mais faut quand même être à l'affût que ces dents-là pourraient être infectées ou même fistulées, parce que ça arrive relativement fréquemment avec ces adolescents. Voilà. Puis comme vous avez pu voir dans mes radios qui sont dans le mauvais ordre pour une raison inconnue, j'ai laissé la 309, mais j'ai extrait la 409. Puis là, d'où l'importance d'avoir nos radios parce qu'évidemment, ma coupe puis mes extractions, la façon dont j'ai mis mes instruments n'était pas dans le même angle que d'habitude parce que d'habitude, mes petites racines, elles s'en vont comme ça. Puis là, ben, elles s'en allaient comme ça. Question? Pas pour l'instant. Parfait. Vous êtes des pros. Je suis quand même épatée. OK, ça c'était celui-là. Il en reste trois, mais il y en a un qui est comme moins. Ah, parfait, faisons-le. OK, on a ce magnifique POG je crois qu'il y avait 4 ans, présenté parce que c'est PM4, c'était fracture. Et qu'est-ce qu'on a comme anomalie à l'examen? Comme d'habitude, dans tous les chiens brachycéphales, au mandibule, qu'est-ce qu'il faut faire chez nos patients brachycéphales? Entassement, effectivement. C'est quoi d'autre qui est important de vérifier s'il manque des dents? Il manque toujours des dents. Ouais, fait 405 n'est pas visible de ce côté-là. Puis, ici, on a 9, 8, 7, 6. 305, pas visible non plus. Donc, on prend des radios. En fait, j'ai fini par la trouver, la 305. C'était une petite tête d'épingle qui sortait de la gentille. Et là, on a ça ici. Fait qu'on a notre 305. Ici, on a la vue, en fait, des incisives. On a les deux côtés. Puis, on a ici notre 405. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle sur cette radio? On pourrait faire un autre sondage. Est-ce qu'il y a un kyste ou pas? Oui, la dent est couchée. En fait, c'est pas rare du tout que les 305, 405 qui n'ont pas fait éruption, il y en a qui sont dans la bonne position, mais il y en a qui vont être juste couchés bien à plat. Dans le fond, sur l'os alvéolaire, ils n'ont aucune chance de faire éruption. Et encore une fois, il y a un papier qui dit des proportions là, des dents qui sont inclinées couchées. Fait que si vous faites votre board, vous aurez le plaisir d'apprendre ces statistiques-là par cœur. Puis si vous l'avez fait il y a 2 ans, vous vous en rappelez. Mais c'était quand même, peut-être, même un 30%. Puis la raison pour laquelle je vous montre cette radio, c'est parce que j'ai eu une dette, encore une fois, dans les derniers mois, qui a eu un cas très, très, très semblable, puis qu'elle m'a envoyé la radio, puis elle dit, je suis pas sûre que je vois un kiss. Et une image comme ça, c'est textbook kiss dentigère autour de la couronne. Ici, là, on a une petite zone. Attendez, je pense que je peux dessiner avec ça. Oh, là, vous allez voir. OK. Je pense non. OK. Fait que là, si je l'enlève, ou en tout cas, si j'enlève, puis peux-tu faire redo? Je sais pas. Oui, ici, la flèche pendant. Ben, je vais leur dessiner une deuxième fois. Vers ta gauche. C'est vraiment ici. C'est parce que j'ai comme l'écran du Zoom par-dessus le. J'ai comme beaucoup de boutons, là. Fait que
Une dent là, qui a comme un petit casque de cosmonaute par-dessus sa couronne, là, c'est vraiment typique d'un kiss dentigère. Je sais que c'est facile de voir un kiss quand c'est gros comme mon pouce puis ça prend la moitié de la mâchoire, là, mais un kiss débutant, ça a vraiment juste l'air de ça. Donc, c'est vraiment, vraiment super classique. Oui, cette dent-là commençait à faire un petit kiss. Et oui, la racine est couchée. Il y en a juste une. L'autre racine qui est dans l'autre sens, c'est la 6, qui est comme un angle bizarre parce que c'est un chien braquis. Puis j'avoue que j'ai un petit peu rushé pour enlever cette dent-là parce que, vous voyez, il y a quand même pas pire d'os par-dessus. Fait que là, le truc pour aller l'enlever, parce que sur un petit kiss comme ça, vous êtes capable d'enlever ça en tant que généraliste. Suffit d'aller peler la membrane ou détacher la membrane qui recouvre l'intérieur du kiss, mais je veux dire, c'est quelques millimètres, c'est tout petit. Le fun, c'est de trouver la dent. Fait que ce qu'on fait, ben, dans le fond, j'ai fait une incision à partir de la partition distale de ma couronne de la 4 jusqu'à ma 6. Là, on écarte la gencive pour voir l'os en dessous. Puis, souvent, je vais fier à mes radios, je vais dire, OK, ma couronne est où par rapport à mes deux dents? Es-tu en plein milieu? Es-tu plus collée sur ma 4? Es-tu plus collée sur ma 6? Où est-ce que je vais aller fraiser? Parce que des fois, vous ouvrez la gencive puis vous la voyez, la couronne dedans. Ça, c'est facile. Mais des fois, elle est vraiment fou dans l'os. Puis là, ben, c'est le fun de fraiser, puis te demander si tu es en train de charcuter le chien puis d'enlever de l'os pour rien ou si tu t'en vas dans la bonne direction. Fait que ça, c'est toujours un petit plaisir qu'on se garde dans notre histoire. Mais c'est ça. Dans ce cas-ci, il y avait quand même pas mal d'os. Fait que je me suis demandé si j'enlevais trop d'os ou pas, mais j'ai fini par le trouver. Fait que, gagez-vous. Il y a des logiciels qui permettent de mesurer. Fait que des fois, c'est fun de dire, OK, ben, je suis à 3 mm au distal de cette dent-là, j'ai besoin de 4 mm au-dessus, blablabla. Puis là, ben, une fois que vous avez trouvé le kiss, ben, sortir la dent, en général, c'est pas compliqué parce que c'est une petite dent, une racine. Fait que, surtout sur un jeune chien, vous allez l'élever comme d'habitude. Puis ben là, c'est ça, la partie qui recouvre l'intérieur du petit casque de cosmonaute, vous faites juste le peler. Si vous n'êtes pas sûr, ben prenez une râpe puis maganez-le bien comme faut. Puis on referme, puis that's it. La 406, ouais, faudrait voir ma radio post-op, voir si j'ai une petite lésion de résorption, si c'est juste la superposition des deux qui fait ça. Attendez, là, je suis dans Edit. Je vais sortir de là. Oui, changes will be lost. On va s'en remettre. Bon, ça, c'est mon post-op. Ah, je l'ai laissé parce que là, sur cette radio-là, la 6, elle me semble bien, elle me semble pas résorbée. Mais effectivement, si la dent d'à côté c'est résorbé, qui est toujours le danger avec un kiss, ben, on sacrifie la dent d'à côté puis on enlève. Puis la 5, vu qu'elle avait une petite pointe dans la bouche, j'ai juste fait une gingivectomie puis j'ai sorti la tête d'avant. Tu as une question sur un animal plus âgé qui n'a aucun problème. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas si tu veux lire, il n'y a pas de gingivite, ça ne nuit pas. L'animal, c'est une trouvaille. Plus de 10 ans, ouais. Mais s'il y a plus de 10 ans, j'avoue que je m'inquiéterais peut-être pas. C'est sûr que pour moi, aller enlever une 5 incluse, c'est comme une affaire de 2 minutes, là. C'est pas ça que je trouve particulièrement difficile. Quand il y a d'autres dents incluses, c'est plus rare. Mais une prémolaire incluse, c'est plus une grosse job, là. Fait que si l'animal avait 10-12 ans, peut-être que je me laisserais faire. Mais sur un jeune patient, c'est sûr que je laisse pas ça aller. Mais oui, un patient de 10 ans et plus, c'est probable que je la laisserais là. Ça resterait du ressort du client, c'est-à-dire au moins d'aviser le client, il y a une dent, il y a un certain pourcent de chance que ça fasse un kyste. Tout patient confondu, c'est 30 de chance que ça fasse un kyste. Par contre, on n'a aucune idée de la proportion, à quel point l'âge joue, à quel moment ils font un kyste. Ils font-tu un kyste à 2 ans d'âge puis ça grossit ou ils peuvent développer un kyste à partir de 5 ans, on ne sait pas. Donc, juste décider, est-ce que vous rajoutez un peu de temps de chirurgie puis vous le faites ou vous la laissez là. Mais effectivement, plus le patient est âgé, s'il n'y a pas de kyste encore, on pense qu'il y a moins de chances qu'il en fasse. On a un commentaire ici. J'enlèverais aussi la 406. De toute façon, il y a de l'encombrement. Ouais, je serais pas outrée que vous fassiez ça. Peut-on surveiller, extraire au besoin? Sur un patient jeune, je fais pas confiance aux clients qui vont venir. Fait que je recommande l'extraction. Mais, ben, en fait, si c'était une dent importante, mais je vous dirais, est inclus, fait que de toute façon, elle n'est pas en occlusion, fait qu'elle sert à rien. Fait que, on pourrait toujours, tu sais, quelqu'un, je sais pas, là, qui veut vraiment pas que vous fassiez une chirurgie sur son animal, le surveiller, mais c'est tellement ravageur un kyste quand on le laisse aller, quand on l'a échappé, là.
ça nous mène à tellement de problèmes que je prends pas le risque. D'où le cas suivant. Parlons-en. Oups. Je sais pas sûre si j'allais en parler, mais on dirait que la porte est grande ouverte. Oups. OK. C'est une chatte femelle stérilisée. Il me semble qu'elle est quand même assez âgée, là, genre 11 ans. Qui est présentée parce qu'elle a un écoulement sérosanguignolant dans la gueule. Elle a été sous antibiotiques puis analgésiques. Fait que ça a l'air quand même pas pire beau, mais elle n'a pas la 8 et la 9, 408, 409. Puis il y a cette espèce de bosse. Oui, elle a la glande salivaire molaire, mais il y a quand même une autre bosse ici. Bon, on pourrait un petit peu, fait qu'on a comme une bosse là. Puis quand on passe avec une gaz, là, la salive est rose. Donc ça, c'est ma radio. Des idées? Vous vous dites, je réveille le chat, j'en pas ça ailleurs. Ce qui serait quand même une bonne option. J'aurais aimé ça faire ça. Ah, on commence à avoir des emojis. En fait, je vais voir si je suis capable de maintenir l'anonymat du patient, mais j'ai la radio prise v'là 7 ans par le vétérinaire référent. Ça avait pas l'air de ça. Amen. OK, attendez, là, je vais le gosser dans le mignon de petites fenêtres. OK. Bon, je peux downloader cette image. Puis mettons que je l'appelle pas par le nom du patient. OK, je pense que j'ai le c'est tellement un zoom qui soit comme en haut, puis que là, tu peux pas cliquer sur rien d'autre. Bon. Bon, ça ici, on a ça ici, c'est mes postes, ça c'est ma belle chirurgie. Puis ça, c'est la radio. Vous voyez que ça donne quand vous m'envoyez une photo de l'écran? Euh, fait que on avait ça, là, 7 ans. C'est quand même moins lettre. Fait que diagnostic différentiel, si j'ai pas vu dans le chat, qu'est-ce que ça dit à part des prières? Oh yeah! J'ai vu le mot odontome. Fait que bravo. Un odontome, c'est quelque chose qui est assez rare, puis encore plus rare chez les chats. C'est un néoplaste bénin, en fait, qui est formé à partir du tissu dentaire, puis plus le néoplasme est différencié, plus ça va faire des mini-dents, puis plus qui est pas différencié, mais plus ça va faire un pain qui a l'air d'une dent écluse, mais qui est pas vraiment une dent. Donc ici, on a vraiment comme plusieurs structures qui ressemblent à du matériel dentaire, ou du moins qui ont une opacité dentaire, mais ça a l'air d'être vraiment plusieurs petites structures indépendantes qui sont toujours associées à une dent incluse, parce que les odontomes, c'est toujours inclus. Et là, je vous ai préparé une photo d'un article que je trouve absolument magnifique. Fait que, on peut avoir les compound odontoma, puis on peut avoir les complexes.
Fait que les complexes, c'est quand c'est tout un pain, puis les compounds, c'est quand c'est très différencié. Et la tumeur va former ce qu'on appelle des denticules. Fait que c'est littéralement des mini-dents c'est comme si ça avait proliféré, mais bref, ils ont comme fait du tissu embryonnaire d'un paquet de petites dents. Et puis, donc, c'est ça. En général, ça va être associé à une dent, ou disons la source, qui n'a jamais vraiment sorti. Évidemment, parce que ça ne peut pas faire éruption, parce que c'est tout un... Même si c'est des petits denticules, là, c'est pas normal. Puis à la radio, ben, ça me donne quelque chose comme ça. Puis ça ressemble pas mal à ce que notre chat a. C'est-à-dire, ça a comme essayé de faire une dent, puis après ça a comme toutes sortes de petites projections plus ou moins indépendantes les unes des autres. Puis ça grossit, cette affaire-là. Et ça peut devenir très, très gros chez les chiens. C'est rapporté chez les chats, mais il n'y a pas d'article chez les chats. Puis je vais vous montrer. Puis là, ben, c'est ça. Il faut s'amuser à enlever ça. Ça peut s'énucléer ou ça peut s'enlever en bloc quand c'est trop compliqué. Puis ça peut parfois, comme toute dent incluse, faire un kyste autour. Fait qu'évidemment, quand tu as un kyste autour d'une grosse masse, regardez comme c'est beau! Toutes les petites denticules. Oui, c'est un chiot, là, mais je veux dire, c'est toutes les petites dents aberrantes que sa tumeur a faites. C'est vraiment magnifique. Et puis, bon, il y avait une enflure du visage, bon, il y a même une déviation de son petit nez. Puis c'est souvent les jeunes patients. Fait qu'à la radio, ça a l'air de ça. C'est absolument magnifique. Y a-t-il des races qui sont plus à risque? Non. Non? Puis il y a quelqu'un qui demande au niveau de la douleur. À ce que je sache, ben, autant qu'on peut le savoir, là, c'est asymptomatique. Fait que ça pousse par expansion. Puis, mais regardez, l'autre affaire que je vais vous montrer. C'est toutes les denticules qui ont enlevé! Ils disent qu'il y en avait genre 200 dans cette masse-là. Donc, c'est absolument magnifique. C'était pas mon cas, évidemment, c'est une publication, mais c'est de toute beauté. Fait que ça, c'est un odontome. Puis vraiment, là, vous avez à côté l'histo, là, fait qu'il y a vraiment les couches normales, tu sais, pulpe, dentine, émail de chacune de ces petites dents-là. Fait que voilà, les nerds de pathologie vont être bien excités. Mais là, ça reste que mon problème, c'est que je me retrouve avec ce patient-là. Donc, qui a eu son diagnostic de d'odontome il y a plusieurs années. Et quand même qu'il y avait eu des consultations virtuelles. Excusez, mais j'avais trouvé mon share. Donc, il y a des opinions qui ont été demandées. Puis, il y avait deux camps. Il y avait des opinions de certains dentistes qui disaient de l'enlever le plus tôt possible, puis il y en a d'autres qui disaient de le laisser jusqu'à ce que ça fasse un problème. Et c'est drôle parce que quand j'ai parlé à la cliente de ça, elle avait comme complètement oublié la conversation qu'elle avait eue il y a 7 ans. Donc, maintenant, c'était un problème. Et là, c'est moi qui l'avais. Fait que bon, j'ai expliqué que j'allais devoir enlever ça, que la qualité de l'os qui l'entoure n'était plus adéquate, que ça pouvait que je casse la mâchoire et que je réussisse pas à l'enlever au complet. Si j'enlève pas au complet, ça peut continuer de grossir. Là, c'est possiblement infecté. En fait, à l'examen, il y avait un endroit où c'était fistulé. Donc, beau bordel. C'était une des questions, c'est quelqu'un demandait d'où venait l'écoulement. Ouais, c'était comme à moitié kystique, cette affaire-là. Donc, là où il y avait la bosse près de la glande salivaire molaire, j'ai trouvé une entrée, dans le fond. Puis là, il y avait une espèce de petit liquide brunâtre qui s'écoulait, ce qui est comme typique d'un liquide de kyste. Et malheureusement, ça disséquait le tissu mou jusqu'à pratiquement l'angle de la mandibule, là. Il y avait une espèce de poche de liquide à cet endroit-là, que là, c'était rendu comme un peu du sport à aller peler la membrane à l'intérieur du kyste, là, parce que j'étais rendue dans le cou du patient. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu pour enlever cette membrane-là, mais je veux dire, plus tu vas caudal, plus tu commences à avoir le canal mandibulaire avec l'artère mandibulaire, ce genre de choses, là, des petits vaisseaux qu'on aime bien disséquer à l'aveugle, tu sais. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu pour peler ou du moins maganer ou, tu sais, arracher ou enlever le plus de membrane que je pouvais, parce que ça m'était déjà arrivé dans des pièces dentigères qui étaient plus compliquées. Parce qu'un kyste dentigère, quand ça fait une belle sphère, c'est facile à aller peler. Mais quand ça fait un paquet de petites logettes, là, c'est un petit peu moins drôle. Donc, ça m'était déjà arrivé de laisser une logette
mais pas intacte parce que je suis allée cureter le plus possible, mais tu sais, j'avais choisi à certains moments de pas extraire un paquet de dents pour me faire un accès. Puis j'en avais parlé à mes collègues dentistes. Puis il y en a plusieurs aussi qui ont déjà fait ça. Puis que, tu sais, qui restait peut-être un petit bout de membrane, mais tu sais, qui l'avaient quand même, tu sais, lacéré ou du moins envoyer de l'inflammation là-dedans pour que le corps finisse la job, là. Donc, tout le monde était d'accord avec mon plan que c'était bien trop invasif d'aller jouer dans la mandibule. Donc, j'ai enlevé tous les morceaux dentaires que j'ai pu identifier. Il y avait des fenestrations dans l'os à certains endroits. J'ai plus de cortex ventral. Et j'ai refermé, comme vous voyez, ma super fermeture. C'était pas la plus belle fermeture du monde. Mais en fait, de refermer du sumo, c'était pas c'était le moindre de mes soucis. Ou du moins, c'était pas la partie compliquée de ma chirurgie. Et voilà, la dame n'a pas voulu envoyer un ostéopathe. C'est quand même assez typique d'un odontome. C'est sûr qu'à cet âge-là, sachant que ça fait, c'était en 2015, là, ces radios, sachant que ça faisait, mettons, 9 ans que c'était là, toujours le risque que toute inflammation chronique puisse devenir un carcinome. Fait que c'est encore en cours, ce petit patient-là, mais bref, ça a été plein de plaisir dans la chirurgie. Ben, c'est justement une des questions. Qu'est-ce qui arrive si on n'enlève pas complètement la membrane? Et ça peut revenir. Dans le fond, c'est la membrane qui produit le liquide du kyste, autant dans les kystes dentigères que toute tumeur qui peut être associée à un kyste, parce que bon, une tumeur peut aussi faire un kyste, puis des kystes peuvent faire une tumeur. Donc, tout ça peut être un melting pot, là. Donc, si, par exemple, si vous avez un kyste dentigère, vous enlevez votre dent, mais vous laissez votre membrane parfaitement intacte, vous fermez tout ça, mais la membrane, elle va continuer de produire du liquide, puis votre kyste va revenir. Alors, il n'y aura plus de dents à l'intérieur, mais ça va continuer les dégâts que font les kystes, de toute façon. Donc, c'est d'aller peler la membrane qui est le traitement pour le kyste. Donc, voilà. J'hésite à en parler parce que c'est pas mon plus beau cas, parce que ça a été stressant d'aller loin dans le fond. Puis voilà. Mais là, tantôt, on a comme parlé des kits dentigères. Je me suis comme dit que j'allais me permettre d'en parler parce que moi aussi, mes collègues vont me soutenir. Il m'en resterait un. Oups, on a une question. Est-ce qu'une mandibulectomie aurait pu être possible? Tout à fait. Ouais. Puis, je pense que je veux dire, c'était une option de traitement tout à fait envisageable. Mandibulectomie sur un chat, tu sais, je veux dire, t'es pogné avec un tube, il y a toujours la possibilité qu'ils ne remangent pas. Tu sais, les chats vont vraiment moins tolérer les mandibulectomies que les chiens. Les chiens, tu peux faire un trois quarts, tu sais, une totale d'un côté, puis un quart d'un reste, puis le reste un petit bout là, ça tient la langue, puis ils mangent, puis ils font leur pieds sans sac. Les chats sont beaucoup plus fussy par rapport à la mandibulectomie. Puis là, en plus que c'est codal, tu sais, je leur envoyais ensemble, là. Mais oui, on aurait pu tout à fait opter pour ça comme plan de traitement. Oh mon Dieu, il y a une belle question. Ben, un beau, oui, il y a quelqu'un qui dit Avec plaisir! est-ce que nous pouvons t'envoyer des photos de cas rares juste pour le fun, pour ton utilisation en cours? Hey, Absolument, parce que en fait, si vous m'envoyez des courriels parce que vous me posez des questions, c'est pas rare que je vous demande si je peux utiliser la radio, parce que des fois, vous m'envoyez des radios, mais absolument magnifiques, de conditions. Tu sais, vous avez la radio textbook, tu sais, super bien cadrée, puis genre super typique de cette maladie-là. Puis moi, je les ai pas, je veux dire, j'ai pas vu toutes les conditions. Tu sais, j'ai des vues d'un livre, mais c'est pas ma banque de photos. Fait que oui, absolument, n'hésitez pas à m'envoyer des radios juste pour me montrer. Ça va me faire plaisir de vous lire. OK. Oups. fait qu'un dernier cas. Ouais. On va faire ça vite, vite, vite. En fait, c'est deux cas, mais c'est deux cas qui ont la même chose. Okay. Donc, chat de 15 ans, présenté avec 3 pouces de tarte dans la bouche. Puis, ça se voit pas beaucoup aux photos parce qu'elle est couchée. Mais la chatte avait une enflure très, très, très importante au niveau du maxillaire. Genre, j'ai comme une demi-balle de tennis dans le face, là. Et puis, la raison pour laquelle mes photos de gueule sont vraiment nulles, c'est parce que son vestibule n'existe plus.
sais, genre, je pouvais pas tirer la lèvre pour montrer les dents. Tout ça était tight parce qu'il y avait tellement d'enflure que je pouvais pas tirer plus que ça. Puis, on voit aussi qu'il y a comme des trous dans la mâchoire du chat. À mon examen, j'ai pas de poche parodontale, mais j'ai des mobilités 3 des dents. Mes radios ont l'air de ceci. Fait qu'on a notre canine. En fait, on a les deux canines pour comparer. Et puis, on a ça. Et il n'y a pas peur aussi de think outside the box hein, quand vous prenez des radios où ce que l'anatomie du patient est complètement modifiée. Là. Je veux dire, ça, j'ai fait, c'est comme une radio de tête gueule ouverte. J'ai pris mon film dentaire que j'ai mis dans la bouche, puis j'ai pris à travers le nez à 90 degrés, là, une orthogonale bien ordinaire, parce que ça me permet de voir le palais, de voir, en fait, tout le museau, là. Donc, gênez-vous pas pour faire des vues funky, qui sont pas des bisectrices, ça peut être utile quand même. Donc, on a une prolifération osseuse extrême. Et au milieu de tout ça, une dent avec, sa 4 est résorbée, ça a 8 équipages là-dedans, puis un os qui a cette apparence. Ça, c'est ma radio post parce que j'ai biopsié et extrait les dents qui étaient très mobiles. Puis, je vais en profiter pour vous montrer l'autre patient. Parce que les cas arrivent par deux, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est la même place. Cette patiente-là, par exemple, présentée parce que la cliente est très, elle observe énormément son animal, puis l'animal est présenté, sa chatte, aussi chatte âgée, mettons 12, 14 ans dans ces eaux-là, écoulement séreux unilatéral de l'œil, puis peut-être une petite réduction de la forme palpébrale si tu regardes la chatte, tu sais, comme vraiment attentivement, là. Pas du tout la demi-balle de tennis, là. Enflure très timide. Donc, ici, on a nos radios. Ici, j'ai mis ma charte dentaire. Fait que même chose, un chat, donc il y a des petites lésions de résorption, c'est un vieux chat âgé, mais on arrive dans notre cadran qui nous intéresse. Encore une fois, j'ai aucune poche, puis mobilité 3 de toutes mes dents du cadran. Puis la radio a l'air de ça. Moins spectaculaire de l'autre bord que l'autre patient. Puis ça nous donne ça. Fait que, on voit pas de ligament parodontal, on a une apparence d'éponge, là, de l'os. Fait que, c'est quoi votre diagnostic différentiel ou, différentiel, genre, que c'est comment elle dit ça? OK, mais, mettons qu'on dit néoplaste de bouche de chat, là, il y en a un qui devrait être votre grand gagne, votre MVP, là. Carcinome spinocellulaire chez le chat, absolument. En fait, je me suis fait avoir parce que le premier patient qui avait son enflure énorme et c'était ferme son enflure. C'était pas mouché du tout. Puis cette bosse-là qu'on voyait à la radio, là, qui était super dense, j'étais convaincue que c'était un ostéosarcome. Que c'est rare chez les chats, mais encore une fois, possible. Chez les chiens, pas si rare, mais chez les chats, ça l'était. Puis, quand j'ai envoyé ma biopsie, j'envoie mes biopsies à une pathologiste orale, puis elle m'a dit non, elle dit les carcinomes spinocellulaires peuvent tout à fait faire une prolifération osseuse qui ressemble à ça. Donc, pour elle, c'était pas surprenant du tout. Puis, en fait, les deux chats avaient des carcinomes spinocellulaires. Donc, intéressant. Deux chats qui n'étaient pas du tout là, comme au même stade de leur maladie. Là. Un qui était super évident, je pense que c'était depuis le mois de mai. Là, on était comme à l'automne. Que la chatte avait des symptômes, que plusieurs traitements antibiotiques, etc., qui avaient été essayés. Tandis que l'autre, c'était vraiment juste elle a une petite enflure de l'œil, puis on veut aller voir ses dents. Puis encore là, à l'examen clinique,
pas de poche. Puis à l'examen réveillé de la chatte, là, on voyait rien du tout. C'était vraiment juste une fois endormie, j'ai fait, OK, c'est tout le cadran, les dents sont mobiles, là, genre, ça sent pas bon. Mais à l'œil, je veux dire, la vétérinaire n'avait pas pu voir ça, là. Il y avait pratiquement rien sur le deuxième patient. Fait que mes 2 carcinomes spinocellulaires de chat. Donc, On a un très bon commentaire ici, vraiment, Docteur Picard. Caro arrive toujours avec des bonnes réflexions. Quelles sont vos connaissances sur le sujet? Lien avec la probabilité entre la maladie parodontale et dentisterie, l'apparition subséquente ah, de carcinome spinocellulaire. Est-ce que l'inflammation de la parodontie augmente l'incidence? Est-ce que la manipulation et l'inflammation suivant une dentisterie augmente aussi ce risque? J'ai eu à quelques reprises en consultation des chats ayant développé cela rapidement après une dentisterie alors que rien ne semblait le laisser présager ça avant la procédure. super intéressant. En fait, moi, ce que je pense, c'est que c'était là. Vous avez pris ça pour de la maladie parodontale à l'examen, puis pas parce que vous êtes pas bon, mais parce que des dents mobiles, des dents qui ont des poches. Ces 2 chats-là n'avaient pas de poche, mais il y aurait pu en avoir. Puis il y avait peut-être aussi juste de la maladie parodontale chez le chat. Là, on extrait les dents, on s'attend à ce que ça guérisse, puis là, tout à coup, ça retombe, cette affaire-là. Mais je pense que c'était tout à fait déjà là, puis ça a passé inaperçu à travers le reste de la poubelle que ce patient-là avait dans la place de la bouche. Mais est-ce que la maladie parodontale chronique peut mener à un carcinome spinocellulaire? Peut-être. En fait, toute inflammation chronique peut mener à un carcinome spinocellulaire. Fait que est-ce que le fait qu'un chat de 15 ans qui a une bouche dégueu toute sa vie, elle l'aurait-tu fait pareil? On ne sait pas qu'est-ce qui cause des carcinomes spinocellulaires. Il y a des histoires de fumée de cigarettes, de la pollution, parce qu'il lèche leur pelage, etc., etc. Les humains aussi en font des carcinomes spinocellulaires. C'est pas rare, comme tumeur dans la bouche. C'est bon, on lèche pas notre pelage normalement. Mais la cigarette est beaucoup mise en cause chez les humains, là. Mais je pense que pour vos patients, c'est parce que ça se préparait déjà. Puis vous les avez pognés, vous avez un timing euh, qui a donné ça. Autre chose, faire des biopsies, ça déhisse tout le temps les maudits carcinomes spinocellulaires. C'est pas le fun. Puis j'ai des chats des fois qui sont plus inconfortables après les biopsies, fait que c'est plate, mais pitchez-le toute l'analgésie que vous pouvez possiblement. Là. Puis bon, on me demande un peu qu'est-ce qui arrive à ces 2 chats. J'avoue que celui avec la grosse masse, j'ai pas eu une nouvelle, c'est au mois de septembre. Fait que je vais assumer qu'il est décédé. L'autre, ça fait juste quelques semaines que je l'ai vu. Bon, le pronostic des carcinomes spinocellulaires chez les chats est merdique. Dans les papiers, la survie, c'est 33 jours post-biopsie. Okay? C'est vraiment pas bon. Le facteur qui détermine la survie étant principalement le confort. On sait que les carcinomes spinocellulaires peuvent envoyer des métastases, mais c'est souvent tard dans la maladie, puis ça va avoir créé énormément de lises locales avant. Donc, normalement, c'est parce que le patient va pas bien, on veut l'euthanasier. C'est pas les mets qui vont achever le patient. Donc, le confort étant le nerf de la guerre, là. Et de façon tout à fait empirique, je vous dirais que j'ai l'impression que les patients qui ont le carcinome aux mandibules sont moins confortables que les patients qui ont le carcinome maxillaire. J'ai vu un patient, chaude-bête, suivi en onco pendant longtemps. Le patient a fait 6 mois parce qu'il était super bien géré côté douleur puis maxillaire. Puis il y avait eu de la chimio. Ben, tu sais, c'est palliatif, là, on sait qu'on va pas guérir le carcinome spinocellulaire, mais il y avait eu de la chimio, puis on avait réussi à le garder confortable. Mais je dis on, c'est l'oncologue, j'ai rien à voir, là. Fait que moi, j'avertis les clients quand que je fais ces diagnostics-là que c'est confort, puis je les prépare à des semaines plus que mois, là. Puis je les encourage à aller en onco parce que, bon, j'ai vu un patient, là, mais il y a peut-être des choses à faire pour prolonger la vie du patient, mais ça sera pas des années de survie. Il y a des nouvelles études, parce que là, bon, tu sais, avec il y a des boards de chirurgie maxillofaciale, etc., on commence à vouloir faire des chirurgies sur ces chats-là, voir si les mandibulectomies, maxillectomies sont envisageables. Par contre, comme j'ai dit, les chats tolèrent semi-bien les mandibulectomies. Mais bon, on a quand même la meilleure analgésie qu'il y a 20 ans. On met des tubes, on est plus agressif dans les soins en tout temps le patient. Ça reste que
carcinome, c'est 1 centimètre de marge. 1 centimètre de marge dans un chat, ça va vite, là. Fait que, tu sais, il faut que tu le trouves, même en début de maladie. Puis même ce petit chat-là où c'était complètement invisible, tu sais, je veux dire, vous voyez son maxillaire, là, il est tout impliqué, là. Je veux dire, je prendrais où mon centimètre dans ce chat-là, là? Il n'y en a plus, là. Donc, peut-être que les mandibulectomies sont un petit peu plus possibles, tu sais, d'avoir 1 centimètre ou même 5 mm. Mon maxillaire, c'est souvent, tu sais, ça rentre dans la cavité nasale, on ne peut pas aller couper ça. Puis, ceux que je sais, encore une fois, pas parce qu'il y a des études, mais parce que j'ai des collègues qui en ont fait quelques-uns, tu sais, c'était 6 mois. Fait que c'est revenu, le carcinome. Ils ont tout le temps des récurrences locales. Fait que c'est pas non plus magique. Fait que c'est de la merde, le carcinome cellulaire. Fait que moi, j'avertis les gens, analgésie. Puis là, tu sais, je veux dire, même si je suis rénal, mettez-y du méthacam, on s'en sac, là. On dit aux gens de profiter de leur animal le temps qu'il reste. Puis j'en profite pour plugger la Grimace Scale si vous ne l'utilisez pas déjà. Avec les clients, c'est super utile. Puis il y a une application, fait qu'on peut facilement enseigner aux clients comment scorer leurs patients à la maison pour essayer de les aider à déterminer si leur patient est confortable. Tu sais, les petites oreilles, les yeux, les moustaches, là. Fait que justement, cette patiente-là, la dame à sa rivale, on a parlé de la plie ensemble, elle s'en sert. Fait que c'est confort, puis quand il est plus confortable, ben, c'est terminé. Oui, alors là, c'est la Grimace comme l'échelle des grimaces, là, en fait. Je pense Oui. qu'il n'y a pas une équipe de Montréal qui a travaillé Oui, là-dessus. oui, c'est à la fin qu'ils ont parti ça, là, c'est Marina. C'est son projet de PhD, hein, c'est comme, elle a révolutionné le monde, vraiment. Ah oui. Rapido, est-ce que l'ancien nom, c'était épithélioma spinocellulaire? Oui. Parfait. Ensuite, avec la mandibulectomie, est-ce que ça peut revenir ailleurs? Euh, c'est souvent local, tu sais, comme en marge de la mandibulectomie, tu sais, que ça va revenir. Mais encore là, c'est pas une étude, c'est juste d'avoir parlé à certains autres qui sont pas moi, là, des chirurgiens maxillofaciales qui en ont fait 4-5, fait que, je veux dire, évidence scientifique zéro, là. Euh, fait que ça revient pas ailleurs dans la gueule, tu sais, comme dans un autre cadran, mais ça va revenir en marge de ta mandibulectomie. OK. Et un autre commentaire de Dr. Picard. Au mandibule, je vois souvent une invasion et atteinte de l'articulation temporomandibulaire. La mâchoire ne peut plus ouvrir avec le temps. Là, ça se peut. C'est de la merde, cette tumeur-là. Puis, ça, tu sais, des fois, justement, l'os peut proliférer, puis ça devient gros. Fait que, puis par le temps qu'on les trouve, hein, c'est parce qu'on les pogne pas tôt, ces patients-là. On les pogne, tu sais, ça fait déjà des mois, là. Fait que, tu sais, le 33 jours, c'est probablement pas typique. Tu sais, c'est parce que quand on les pogne déjà, ils sont au mois 5, tu sais. C'est juste que personne ne l'a vu avant. Fait que, oui. Puis, l'autre chose, c'est que notre différentiel reste toujours une ostéomyélite. Puis, je me suis déjà fait avoir. Puis, le Docteur Dumais s'est déjà fait avoir. Fait que ça vaut quand même la peine de les biopsier, ces patients-là, parce que j'en ai déjà eu un, qu'on était toutes près dans le département, moi, Caro, puis Docteur Dumais, à condamner le patient, puis c'est revenu ostéomyélite, puis on l'a traité, puis le patient va bien. Fait que, une fois de temps en temps, on est chanceux. Les ostéomyélites peuvent tout à fait donner des allures limitées, dégueulasses, puis des excroissances osseuses au radio. Donc, si vos patients, vos clients ont le budget, ça peut valoir la peine de biopsier. Je sais que Jérôme les aspire à l'aiguille des fois. Fait qu'un carcinome spinocellulaire, ça exfolie très bien. Fait qu'on peut être chanceuse, de limite, si votre client n'a pas le budget, là, de juste l'aspirer. Parce que c'est une tumeur qui exfolie bien. Si c'est autre chose, ça se peut que votre diagnostic ne fonctionne pas, mais pour confirmer ou peut-être pas pour infirmer, mais pour confirmer un carcinome spinocellulaire, vous allez peut-être être chanceux avec une aspiration. Super. Merci beaucoup, José. Merci à Dr. Sonny qui a partagé le Oui, lien. qui a participé beaucoup. Oui, 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 on a nos passionnés, là. Ben, merci à tous. José, est-ce que tu as, dernier mot de la fin, quelque chose que tu veux ajouter? Non, mais je suis toute excitée, mais envoyez-moi vos belles radios, je veux ça. Tu as plusieurs personnes qui t'écrivent merci, super présentation, vraiment. C'était le fun de se retrouver Ah, en ben oui. ligne et de voir tes belles radios que, ouf, on espère que ça nous arrive jamais. Ouais, c'est ça. Vous êtes des Comment? belles radios épeurantes. Pas à mes animaux, pas à mes enfants, pas à moi. Pas de même, hein, Oui, les cacas. la Ligue du vieux poil, ben oui, de Rimouski, Dr. Vatcher, ben Oh, écoutez, whisky.
Ah oui, on a nos abonnés, là, c'est le fun. Donc, merci à tous. D'ici 48 heures, vous allez recevoir l'infolette avec le lien pour vous inscrire au prochain quiz post-Noël du 13 janvier et avec l'enregistrement. Et puis, je vais aussi vous envoyer par courriel une attestation que vous avez participé au vétérinaire, une attestation que vous avez participé à cette soirée, ben, à cette formation. Donc, merci Ça à fait tous. longtemps que je le dis, mais je suis en train de monter un cours sur l'interprétation radio. Fait que oui, si vous avez des super belles radios que vous voulez me montrer et que vous pouvez partager, ça va me faire vraiment plaisir de les voir ou de les utiliser ou même juste de les regarder. Ça. Dentistry nerds. Puis toi, tu montres ça dans quel contexte? Juste pour nous mettre l'eau à la bouche. De quoi? Tu dis que tu es en train de monter une formation en radio? Oui, en fait, j'aimerais ça sur mon site web, éventuellement faire un solide, genre 8 heures de formation radio-dentaire, que vous soyez bon pour l'anatomie normale, anormale, puis toutes les conditions qu'on voit fréquemment. Parce que la plupart d'entre vous n'ont jamais eu de cours de radio-dentaire parce que ça n'existe pas. Donc, j'aimerais ça que ça existe. Ça fait au moins un an que je travaille dessus, fait que je vais me botter le cul et finir par le finir. Fait qu'il sera offert sur mon site web, mais aussi, probablement que pour le lancement, je vais l'offrir en Zoom, tu sais, genre live. Fait à suivre. Là, maintenant que je l'ai annoncé, j'ai pas le choix de le finir. Fait que voilà. Parfait. C'est la meilleure affaire, c'est de lancer à l'univers, puis le commitment. Il est déjà à Hey, moitié fait et j'ai quand même avancé. C'est ce que je dis. parfait. Merci à tous. Et puis, écoutez, bon, joyeux Noël, bonne année. On se revoit Oui, en c'est tout. 2025, les amis. Ça fait une super belle soirée. Merci beaucoup, José. Tout Bye. excellent. Bye bye. Lâchez pas.